Lors même de ce retour des armées, le rouet créa 8 directeurs généraux de ses troupes et 2 inspecteurs sous chaque directeur. Monsieur de Louvoué, pour en être plus maître et anéantir l'autorité des colonels, avouait imaginer d'envoyer des officiers de son chouet, sous le nom de celui du rouet, vouer les troupes par frontière et par district, et de leur donner tout crédit et toute confiance. Le rouet, comptant que c'est tout est la meilleure chose du monde pour son service, et encore piqué de n'avouer jamais pu tirer la charge de colonel général de la cavalerie des mains du comte d'Auvergne pour monsieur Dumaine, voulut ajouter à ce que monsieur de Louvoué avouait inventer, et s'en servir à des récompenses. Il donna 12 000 livres d'appointements au directeur et une autorité fort étendue sur tout le détail des troupes de leurs dépendances. Chacun d'eux devait faire 2 revues par an, en sortant de campagne et à la fin de l'hiver, et entre ces 2 revues, les inspecteurs devaient en faire plusieurs. Ils eurent 6 000 livres, devaient rendre compte de tout à leur directeur, et celui-ci au secrétaire d'État de la guerre, et quelques fouets au rouet, chaque département de directeur séparé en 2 pour les 2 inspecteurs, desquels tous la moitié étaient fixée à l'infanterie et l'autre moitié à la cavalerie. Outre un pouvoir étendu en toute espèce de détails de troupes, les directeurs les pouvaient fouiller en campagne, mettre aux arrêts, interdire même les brigadiers de cavalerie et d'infanterie, et les inspecteurs, qui furent tous pris d'entre les brigadiers, eurent un logement au quartier général et dispense de leur service de brigadier pendant la campagne. Telle fut la fondation de ces emplois qui blessa extrêmement les officiers généraux de la cavalerie et des dragons. Le comte d'Auvergne, nourri de couleuvres et sur sa charge depuis longtemps, avala encore celle-ci en silence. Rosen, étranger et soldat de fortune jusqu'à avouer tirer un billet pour maraude, quoique de bonne noblesse de Poméranie, devenu lieutenant général et maître de camp général de la cavalerie, étouait un matoué rusé qui n'avouait garde de se blesser et qui loua au contraire cet établissement. Villars, lieutenant général et commissaire général de la cavalerie, ébloui de sa fortune et de celle de son père, se fit moquer des 2 autres à qui il proposa de s'opposer à une nouveauté si préjudiciable à leur charge, et encore plus du rouet à qui il osa en parler. Uxelles, pour l'infanterie et du bourg, pour la cavalerie, eurent la direction du Rhin. Ils se retrouveront ailleurs. Le premier lieutenant général et chevalier de l'ordre, l'autre maréchal de camp. Chamarande et Vaudreuil, 2 hommes distingués par leur valeur, par leur application et par leur mérite. Vaudreuil étoué d'une naissance fort distinguée, du comté de Bourgogne, singulièrement bien fait, mais cadet et pauvre. De Chanoine de Besançon, il prit un mousquet, devint capitaine de grenadiers et reçut 32 blessures, dont plusieurs presque mortelles, à l'attaque de la contrescarpe de Cogny, sans vouloir quitter prise, et y fut laissé pour mort. Cette action le fit connaître, et lui valut peu après le régiment de la Sarre. Chamarande avouait été premier valet de chambre du rouet, en survivance de son père, qu'il avouait acheter de Beringen, et en avouait conserver toutes les entrées. Le père est doué de ces sages que tout le monde révérouait pour sa probité à toute épreuve et pour sa modestie. Il avouait vendu sa charge et le rouet, qui l'aimouait et le considérouait fort au-dessus de son état, l'avouait fait premier maître d'hôtel de madame la dauphine lors du mariage de monseigneur. Il fit cette charge au gré de toute la cour et eut toujours la meilleure compagnie à sa table. Son fils eut encore sa survivance. Ayant perdu sa charge avec sa maîtresse, il demeura à la cour et y eut toujours chez lui la plus illustre compagnie, quoiqu'il n'eût plus de table, qu'il fût perclus de gouttes, et qu'on ne vît jamais de vivre chez lui. Le rouet envoyait quelquefois s'avouir de ses nouvelles, car il ne pouvait plus marcher, et lui faire des amitiés, et je me souviens qu'il étouait en telle estime que, lorsque mon père me présenta au rouet et ensuite à ce qu'il y avouait de plus principal à la cour, il me mena voir Chamarande. Son fils étouait fort joliment fait, discret,
sage, respectueux, et fort au gré des dames du meilleur air. Il eut par degrés le régiment de la reine, et se distingua fort à la guerre. Monsieur le duc, monsieur le prince de Conti, monsieur de la Roche-Guyon et de Liancourt, messieurs de Luxembourg, père et fils, et quantité d'autres des plus distingués les mots forts, et vivoués avec lui en confiance et en société. Monseigneur le traitouait fort bien, et avec distinction, quoique la difficulté de manger avec lui l'empêcha d'être de ses parties et de ses voyages. Mais le rare avec cela est qu'ayant épousé mademoiselle d'Anglure, fille du comte de Bourlaimont, unique et riche, et femme d'un vrai mérite, sa naissance aidée de ce mérite et de l'amitié du roué pour le bonhomme Chamarande, la fit entrer enfin dans les carrosses de madame la dauphine. Romainville et Montgomery furent les deux inspecteurs pour la cavalerie. De Romainville, j'en ai déjà parlé, vieil officier extrêmement aimé et estimé, et qui méritait de l'être. Le nom de l'autre annonce sa haute naissance, mais sa pauvreté profonde l'avouait réduit aux plus étranges extrémités en ses premières années, d'autant plus cruel à supporter qu'il s'entouait le pouet de son nom, et étoué pétri d'honneur et de vertu. Parvenu à grand-peine à une compagnie de cavalerie, il se distingua tellement en un petit combat contre le général Massiette, qu'il avoué pris le renvoya sur sa parole comblée d'éloges. Le roué, qui commandait son armée, le loua extrêmement, lui donna une épée et un des plus beaux chevaux de ceux qu'il montait, et lui fit l'honneur de le faire manger avec lui, qu'aucun capitaine de cavalerie n'avouait eu avant lui. Un mois après, il vaqua à un régiment de cavalerie qu'il eut avec grande distinction, et servit depuis avec application, et soutint la réputation qu'il avouait acquise. Il aurait été plus aimé si la capacité lui avouait permis d'être moins inquiet, et si l'humeur n'avouait pas été un nuage qu'on ne se soucie pas toujours de percer pour trouver la vertu qu'il cache. Les maréchaux de Duras et de Lorge, ses parents, le protégeaient fort, et encore plus monsieur de la Feuillade, tant qu'il vécut, attaché au char de madame de Quintin, chez qui Montgomery le jouait à Paris, tous deux enfants des deux frères. Il s'était de nouveau signalé à la bataille de Stafford, où il eut une main estropiée. Il ne laissa pas d'avouer la double douleur de voir Dubourg, son cadet, maréchal de camp et directeur, et lui d'être brigadier et inspecteur sous lui. On cria fort, et de la préférence, et de cette espèce d'affectation, et Montgomery, bien coutré, n'osa refuser, et se conduisit avec beaucoup de sagesse. Beson, qui n'était que brigadier de cavalerie, et Artagnan, major du régiment des gardes françaises, eurent les deux directions de Flandre. Je parlerai d'eux ailleurs. Coigny, beau-frère de messieurs de Matignon, et le vieux Genlis, directeur en Catalogne, avec Nancla et le marquis du Cambou sous eux, et en Italie Larrey et Saint-Sylvestre, et Villepion Chartaigne et le comte de Chamigny sous eux. Avant de quitter la guerre de cette année, il la faut finir par un étrange incident. Monsieur de Noailles et monsieur de Barbezieux étaient fort mal ensemble, tous deux bien avec le roué, tous deux hauts, tous deux gâtés. Monsieur de Noailles avouait soutenu et obtenu quantité de choses dans son gouvernement de Roussillon, qui l'y rendouait fort maître et fort indépendant du secrétaire d'État de la guerre. Madame de Maintenon, ennemie de monsieur de Louvoué, l'y avouait aidé, et le fils encore moins autorisé que le père n'avouait pu y rien changer. Il n'aimait point monsieur de Luxembourg, très lié à monsieur de Noailles, et de tout cela naissait un groupe de chaque côté qui se regardait fort de travers. Les succès de monsieur de Noailles, cette année en Catalogne, avouaient outré Barbezieux. Il en craignait de nouveau, comme des avant-coureurs de sa perte, par le crédit augmenté de ses ennemis.
Tout ce qui avouait été exécuté en Catalogne aplanissouait les vouées du siège de Barcelone, et cette conquête mettouait le sceau à celle de toute cette principauté, et mettouait le roué en état d'attaquer avec succès à la fin de l'hiver le cœur de l'Espagne. Il avouait toujours eu ce but, et monsieur de Noailles, qui s'avouait par le roué même l'affection qu'il avouait à ce projet, et qui en vit enfin les moyens si avancés, n'en souhaitait pas moins l'exécution, et avec d'autant plus d'ardeur qu'elle assurerouait solidement la vice-royauté qu'il avouait obtenue, augmenterouait son éclat et sa faveur, et le rendouait nécessairement le général de l'armée qui attaquerouait l'année suivante l'Espagne par les endroits les plus sensibles et les plus aisés à pénétrer, et à le forcer à demander la paix dont il aurait toute la gloire. Il pressa donc le roué de donner ses ordres à temps pour le mettre en état d'entreprendre ce siège avec sûreté, et monsieur de Barbézieux, qui le mettouait au désespoir, n'osouait manquer à ce qui lui étouait prescrit, et qui étouait éclairé par le double intérêt de monsieur de Noailles de ne manquer de rien à temps, et de ne le pas ménager s'il n'avouait toute chose à point. Une flotte de 52 vaisseaux partit le 3 octobre de Toulon, chargée de 5200 hommes de troupes prises en Provence de celle de monsieur de Vendôme, et rien ne manquait plus que de mettre la main à l'œuvre. Lorsque monsieur de Noailles voulut rendre au roué un compte particulier de tout et recevoir directement ses ordres, et le tout à l'insu de monsieur de Barbézieux. Pour une commission si importante pour lui, il choisit Genlis qui, étant sans bien et sans fortune, s'étouait donné à lui, et qu'il ne faut pas confondre avec le vieux Genlis dont j'ai parlé plus haut, et à qui il ne s'édouait point. Ce Genlis gagna l'amitié de monsieur de Noailles, jusqu'à faire la jalousie de toute sa petite armée. Monsieur de Noailles lui procura un régiment et le poussa fort brusquement à la brigade, puis à être fait maréchal de camp. Il avouait de l'esprit et du manège, et n'avouait d'autre connaissance ni d'autre protection que celle dont il avouait tout reçu. Monsieur de Noailles crut donc ne pouvoir mieux faire que de le charger d'une simple lettre de créance pour le roué, et de le lui annoncer comme une lettre vivante qui répondrouait à tout sur le champ, et qui, sans l'importuner d'une longue dépêche, lui en dirouait plus en une demi-heure qu'il ne pourrouait lui en écrire en plusieurs jours. Les paroles volent, l'écriture demeure. Un courrier peut être volé, peut tomber malade et envoyer ses dépêches. Cet expédient obviouait à tous ses inconvénients, et les souhaits monsieur de Barbézieux dans l'ignorance et dans l'angoisse de tout ce qui se passerouait ainsi par Genlis. Barbézieux, qui avouait d'autant plus d'espions et de meilleurs en Catalogne que c'était pour lui l'endroit le plus dangereux, fut averti de l'envoi de Genlis et du jour de son départ, et sut de plus qu'il devait arriver droué au roué, et que surtout il avouait défense de le vouer en tout. Là-dessus, il prit un parti hardi, il fit attendre Genlis aux approches de Paris, et se le fit amener chez lui à Versailles, sans le perdre un moment de vue. Quand il le tint, il le cajola tant et sut si bien lui faire sentir la différence pour sa fortune de l'amitié de monsieur de Noailles, quelque accrédité qu'il fût, d'avec celle du secrétaire d'État de la guerre et de sa sorte et de son âge, qu'il le gagna au point de l'embarquer dans la plus noire perfidie, de ne vouer le rouer qu'en sa présence et de lui dire tout le contraire de sa commission. Barbézieux lui prescrivit donc tout ce qu'il voulut après avoir tiré de lui tout ce dont il était chargé, et en fut pleinement obéi. Par ce moyen, le projet du siège de Barcelone fut entièrement rompu sur le point de son exécution, et avec toutes les plus raisonnables apparences d'un succès certain, et sans crainte d'aucun secours, dans l'état des forces de l'Espagne sur cette frontière comme abandonnée depuis leur défaite, et monsieur de Noailles demeurait chargé auprès du roué de toute l'iniquité et du manquement d'une telle entreprise, par cette précaution-là même qu'il avouait prise de ne donner qu'une simple lettre de créance, en sorte que tout ce que dit Genlis
directement opposés à ceux dont il était chargé, n'eut point de contradicteur, et passa en entier pour être de monsieur de Noailles et pour son propre fait. On peut croire que Barbezieux ne perdit pas de temps à expédier les ordres nécessaires pour dissiper promptement tous les préparatifs et de procurer à la flotte ceux de regagner Toulon. On peut juger aussi quel coup de foudre ce fut pour monsieur de Noailles, mais l'artifice avoué si bien pris qu'il ne put jamais s'en laver au prix du rouet, et on en verra les suites qui servirent de base à la grandeur de monsieur de Vendôme. Vers ce temps-ci, la capitation fut établie, l'invention et la proposition fut de Bâville, fameux intendant de Languedoc. Un secours si aisé à imposer d'une manière arbitraire, à augmenter de même, et de perception si facile, et tout est bien tentant pour un contrôleur général embarrassé à fournir à tout. Pontchartrain, néanmoins, y résista longtemps et de toutes ses forces, et ses raisons étaient les mêmes que je viens de rapporter. Il en prévoyait les terribles conséquences que cet impôt étoué de nature à ne jamais cesser. À la fin, à force de cris et de besoins, les brigues lui forcèrent la main. Le 27 novembre, monsieur le comte de Toulouse, qui avouait acheter le duché Péry de Danville, et en avouait obtenu une érection nouvelle en sa faveur, fut reçu en cette qualité au Parlement, comme l'avouait été monsieur Dumaine et après lui monsieur de Vendôme. La planche faite par monsieur Dumaine, comme il a été dit, le rouet avouait cesser de faire inviter les pairs par monsieur de Reims, pour monsieur de Vendôme qui les visita, ce qui n'avouait pas été hasardé la première fois. Monsieur le comte de Toulouse les visita, comme avouait fait monsieur de Vendôme, et messieurs du Parlement. Peu de pairs osèrent ne s'y pas trouver. Il fut peu de jours après installé, comme amiral de France, à la table de marbre par le premier président. Monsieur de Vendôme, grand-père de celui-ci, y avouait été installé en la même qualité par un conseiller. Monsieur de Luxembourg fit en arrivant un étrange mariage pour sa fille. On a vu ci-dessus la mort du dernier de tous les Longueville, et son testament en faveur de monsieur le prince de Conti, son cousin germain. Madame de Nemours étouait sa sœur du premier lit, fille de la sœur de la princesse de Carignan et du dernier prince du sang de la branche de Soissons, tué en 1641 à la bataille de Sedan, sans avoir été mariée. Madame de Nemours étouait veuve sans enfant du dernier des ducs de Nemours de la maison de Savoie. C'était une femme fort haute, extraordinaire, de beaucoup d'esprit, que se tenouait fort chez elle à l'hôtel de Soissons, où elle ne voyait pas trop bonne compagnie. Riche, infiniment et vivant très magnifiquement, avec une figure tout à fait singulière, et son habit de même, quoique sentant fort sa grande dame. Elle avouait hériter de la haine de la branche de sa mère contre celle de Condé. Elle s'étouait fort accrue par l'administration des grands biens de monsieur de Longueville, qu'après la mort de sa mère, sœur de monsieur le prince, le même monsieur le prince avouait emporter sur elle, et monsieur le prince son fils après lui. Le testament fait en faveur de monsieur le prince de Conti ne la diminua pas. Il s'en trouva un postérieur fait en faveur de madame de Nemours. Elle prétendit le faire valoir et anéantir le premier. Monsieur le prince de Conti soutint le sien et disputa l'autre comme fait depuis la démence. Cela forma un grand procès. Dans la colère où il mit madame de Nemours, et dans le mépris où elle avouait toujours vécu pour ses héritiers, elle déterra un vieux bâtard obscur du dernier comte de Soissons, frère de sa mère qui avouait l'abbaye de la Couture du Mans, dont il vivait dans les cavernes. Il n'avouait pas le sens commun, n'avouait jamais servi, ni fréquenté en toute sa vie un homme qu'on pût nommer. Elle le fit venir, loger chez elle, et lui donna tout ce qu'elle pouvait donner et en la meilleure forme, et ce qu'elle pouvait donner était immense. Dès lors, elle le fit appeler le prince de Neuchâtel, et chargea à l'appuyer d'un grand mariage.
Mademoiselle de Luxembourg n'était rien moins que belle, que jeune, que spirituelle. Elle ne voulut point être religieuse et on ne lui voulut rien donner. La duchesse de Mecklembourg dénicha ce nouveau parti. Son orgueil ne rougit point d'y penser, ni celui de monsieur de Luxembourg son frère, à qui elle en écrivit, mais il palpita assez pour oser se proposer un rang en considération de ce mariage, sous prétexte de la souveraineté de Neuchâtel donnée à ce bâtard qui en portait déjà le nom. Monsieur de Luxembourg, qui, en partant, avouait obtenu une grande grâce qui était encore secrète et dont je parlerai bientôt, n'osa proposer celle-ci et en laissa la conduite à l'adresse de sa sœur et, pour éviter tout embarras entre le demander et ne le demander point, il ne parla point au roué de ce mariage par aucune de ses lettres. Il avouait déjà transpirer avec l'idée du rang, lorsque madame de Mecklembourg alla demander au roué la permission d'entendre à ce mariage. Au premier mot qu'elle en dit, le roué l'interrompit et lui dit que monsieur de Luxembourg ne lui en avouait rien mandé, qu'il n'empêcherait point qu'elle ne fît là-dessus ce que son frère et elle jugerouaient à propos, mais qu'au moins il comptait bien qu'il n'imaginerait pas de lui demander un rang pour le chevalier de Soissons sous aucun prétexte, à qui il n'en accorderait jamais, et barra ainsi cette belle chimère. Le mariage ne s'en fit pas moins, et il fut célébré au plus petit bruit à l'hôtel de Soissons. Dès que monsieur de Luxembourg fut arrivé, madame de Nemours logea les mariés et les combla d'argent, de présents et de revenus, en attendant sa succession, et se prit de la plus parfaite affectation pour le mari et pour la femme qui se renfermèrent auprès d'elle et ne virent d'autre monde que le sien.